c'est Mama pour une nouvelle émission de Catava, l'émission consacrée à l'actualité des livres. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Friedman pour son livre intitulé Jacques, l'enfant caché, aux éditions Presse de la Cité, dans une collection Terre de France qui porte bien son nom, puisqu'on va un peu voyager sur les terres de la France, dont la France occupée. Mais avant cela, Emmanuel Friedman, quelques mots pour faire connaissance avec vous. Et si vous le voulez bien, la parole est à vous, si vous voulez vous présenter à nos auditeurs. Avec plaisir. Alors, donc, moi, je suis donc journaliste. Auteur également donc de romans historiques principalement, mais aussi de romans plus contemporains, et également de documents qui peuvent être sur les tendances générales comme la violence gynécologique, le cyberharcèlement. D'accord. Donc aujourd'hui vous vous définiriez comme journaliste, plus auteur plus, maintenant. Plus ouais. auteur, Voilà, plus maintenant, auteur. Plus le temps passe, plus la part de l'écriture. Donc ce n'est pas votre premier livre, hein, c'est ce que vous disiez. Ouais, c'est certainement ou peut-être un des plus personnels. Oh, je crois que c'est vraiment le plus personnel. Ouais, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment celui-là, c'est vraiment mon petit bébé. C'est vraiment le livre où je parle le plus un petit peu de moi et beaucoup de notre famille. Donc oui, c'est un livre très personnel, beaucoup de mon père, bien sûr. Donc oui, c'est un livre extrêmement personnel. Alors, Emmanuel Friedman, très vite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous l'avez dit vous-même, vous parlez de votre père et de vous-même, de la famille. Jacques, l'enfant caché, qui donne son titre ou son sous-titre, à ce livre, c'est votre père. Mm-hmm. Vous expliquez dans la préface que vous avez dû en quelque sorte reconstituer quand même un peu l'histoire de votre père, et que certains aspects ont pu être romancés ou un peu plus romanesques, mais vous partez quand même de votre père, Emmanuel Friedman. Oui, tout à fait. Alors en fait, mon père m'avait beaucoup raconté les enfants cachés. Je pense qu'on a eu deux tendances à faire soit le blackout complet sur leur histoire, soit à en parler beaucoup. Donc moi, mon père en a beaucoup parlé. Étrangement, je me sentais pas capable, moi, de raconter l'histoire. J'avais le sentiment de la connaître, mais pas d'être capable de la mettre en mots. Il m'a fallu plus de temps pour ça. J'ai tenté de le faire plusieurs fois. J'ai écrit plusieurs livres en me disant, le prochain, ce sera sur ça. Et en fait, j'y arrivais pas. Et puis, c'est la naissance de mes enfants qui a débloqué quelque chose, en fait. Voilà, c'est un peu ce que vous expliquez. Et je me suis dit, clairement, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Donc, j'avais des mots-clés dans cette histoire-là qui étaient donc le lieu et le nom du pasteur qui, on va très vite y venir, qui a sauvé votre père. Exactement. Et donc avec ça, bêtement, j'ai rentré dans le moteur de recherche, pasteur Jousselin, château de Capie. Alors certains noms sont réels, hein, justement le pasteur Jousselin et votre père Jacques Friedman, sa maman Blima, voilà. Ouais. À part les noms de la famille Jousselin que je voulais pas forcément exposer. Sinon tout est vrai, quoi. Alors d'ailleurs vous racontez un peu une anecdote assez amusante, si on peut le dire, c'est que finalement vous aviez grandi pratiquement avec un des descendants de la famille Jousselin. Oui, ça c'est vraiment. Donc je crois que c'est un petit-fils du coup, une petite fille du fameux pasteur Jousselin dont on va parler très rapidement, qui s'est trouvé être dans la même école que vous, dans la banlieue parisienne dans laquelle vous avez été élevé. Oui, c'est complètement fascinant. Ouais. Quand j'ai rencontré deux des fils du pasteur Jousselin que j'ai fini par retrouver. On est allé vite en besogne, on n'a pas dit que le pasteur Jousselin était au centre de ce livre, puisqu'il a fondé ce lieu d'accueil pour les enfants juifs pendant la guerre. On va y venir, mais d'abord cette anecdote, Emmanuel Friedman. Quand j'ai rencontré donc les deux fils du pasteur Jousselin, parce que lui est décédé en 1980, je leur ai posé la question parce que je me souvenais qu'il y avait une fille dans l'école qui avait un an de plus que moi, et donc je peux pas dire qu'on était copines, mais qui était assez fascinante, comme sont souvent les enfants qui sont dans la classe au-dessus. Et je me souviens qu'elle s'appelait Jousselin. Qu'elle s'appelait Jousselin. Je leur ai parlé de nous donner le prénom et elles m'ont dit mais oui c'est notre nièce. Et il se trouve que c'était la fille du dernier, un des derniers enfants du pasteur Jousselin, qui avait une famille nombreuse. Voilà, et mon père ne cessait de me raconter que quand les Allemands sont venus dans le château, ils savaient pas du tout qu'il y avait des enfants juifs. Ils sont venus dans le château. Le pasteur, gardant son sang-froid, portait son dernier petit garçon dans les bras, et en fait cette petite fille, c'était le papa de cette petite fille qui était avec moi dans la même école. Ouais, comme quoi finalement. Donc vous avez cherché assez loin ce qui était tout proche de vous. Exactement. Et au plus proche puisque votre père, mais vous êtes allé chercher quand même assez loin, puisque finalement il ne vous a
pas dit grand-chose, si ce n'est, et vous racontez ça aussi avec beaucoup d'émotion, qu'il vous a raconté avoir déjà sauvé la vie de sa propre mère. Quelque chose qui finalement est revenu un peu comme un leitmotiv dans ce qu'il a pu vous raconter de sa vie d'enfant juif. Je pense que ça fait partie des traumatismes des enfants juifs, enfin des enfants qui ont vécu la guerre. Ils ont vécu de façon assez héroïque finalement, soit en étant cachés, en réussissant à garder le silence, soit effectivement en sauvant leurs parents et leur vie. Et puis finalement, quand la guerre s'est terminée, on les a jamais remerciés, on leur a jamais dit que ce qu'ils avaient fait était bien. En fait, c'est comme si finalement on leur a demandé de reprendre leur vie. Donc, je pense que mon père a toujours eu ce regret, mais qui n'était pas capable de le dire, c'est-à-dire de façon assez inconsciente, de me dire sans arrêt que effectivement il avait réussi à sauver sa mère, donc implicitement ma vie aussi. C'était attendre sans doute une reconnaissance. Et c'était un petit peu un poids quand même pour vous. C'était un poids terrible. Pour moi, c'était un poids terrible parce que oui, voilà. Enfin, moi, je me disais, mais est-ce que moi j'aurais pu le faire? Oh là là, mais quel héros. Enfin, moi, je vivais dans les années 80 où il se passait rien. Voilà, on était difficilement déjà héroïne de sa propre vie. Oui. Alors, pourquoi Emmanuel Friedman? Alors, vous avez dit que le déclencheur, en quelque sorte, a été la naissance de vos enfants. Pourquoi vous êtes allé sur les traces du pasteur Jousselin, ce que votre père n'avait pas fait après la guerre, après être revenu de ce lieu où il a été accueilli par le pasteur Jousselin et sa famille? Pour être honnête, je me suis posé la question, de savoir si je les retrouvais, si je les cherchais. Je me suis vraiment posé cette question-là, parce que comme lui n'avait pas fait cette démarche, ça me paraissait assez étrange de la faire moi. Et puis j'en ai discuté aussi un petit peu avec mon éditrice, avec le service juridique de ma maison d'édition, et ils m'ont dit bah oui, mais bon, sinon il faut changer l'endroit et le nom du pasteur. Et moi c'était pas possible parce que je voulais aussi rendre hommage à ce pasteur qui avait sauvé mon père, aussi rendre hommage à la ville, parce que finalement cette ville a été formidable aussi. Personne n'a trahi, personne n'a les a dénoncés, alors que tout le monde devait se Alors douter, Emmanuel Friedman, je vous interromps parce qu'on parle toutes les deux, on connaît le livre, je l'ai lu, vous l'avez écrit surtout. On situe les personnages, voilà. Donc Jacques, votre père, on est à Paris. Il a perdu son propre père qui a été fusillé par les Allemands. C'était un militant communiste, tout à fait, ouais. fusillé en 41, je crois. Ça, et il se trouve seul avec sa mère Blima à Paris. Alors seul, c'est un grand mot parce que finalement, il a une famille très nombreuse qu'il découvre, puisque son père Bernard, qui a été fusillé, a eu une première vie. 11 enfants. 11 enfants tout, 9 d'une première femme, mais ça, la maman de Jacques, donc votre grand-mère ne le sait pas à ce moment-là, elle se marie avec lui, elle a ses enfants, et donc, mais finalement, il se retrouve après la mort de son père avec sa mère à Paris. Oui, en fait, les enfants de la première femme étaient un peu plus grands, donc chacun avait vécu sa vie, voilà, certains cachés, certains au front. Exactement, et puis bon, les derniers cachés, plus ou moins, quoi. Et j'ai quand même des tantes qui ont été déportées. Mais effectivement, ma grand-mère aimait tellement mon père qu'en fait, elle l'avait gardé près de lui parce que c'était le petit dernier. Je crois que c'est assez courant dans cette histoire de la Shoah, que le petit dernier, on le garde près de soi en se disant bah non, mais on le protège. Et c'est souvent le gamin qui a été pris justement. Voilà. Et bon là, il était tout seul. C'est sûr qu'il était tout seul. Les deux, le frère et la sœur qui étaient les plus proches, étaient déjà partis. Donc lui, il était tout seul, effectivement. Ouais. Et donc elle décide, elle entend parler de ce pasteur Jousselin de la Maison Verte, à Paris, dans le 18e. Elle se cache chez son frère à un moment avec Jacques, avec mon père. Et puis c'était plus possible, quoi, parce que mon père pouvait plus rester enfermé toute la journée. Donc elle entend parler de ce pasteur du 18e arrondissement qui emmène les enfants à la campagne, dans une espèce de colonie de vacances. Donc elle prend contact avec lui. Et puis c'est un peu laborieux, mais il finit par partir là-bas. Et puis lui, il est complètement désespéré parce que il voulait pas quitter sa maman. Quoi. Il n'a pas du tout conscience que il va aussi découvrir des choses intéressantes, qu'il va vivre avec la nature, qu'il va pouvoir changer de milieu puisqu'il était issu d'un milieu assez populaire, très pauvre. Voilà, et lui, la seule chose qui lui fait de la peine, c'est la séparation, bien sûr. Oui. Alors, vous choisissez, Emmanuel Friedman, de situer votre récit vraiment dans ces années où il se trouve dans la maison, dans cette
colonie, donc dans l'Oise. Il est finalement pas très loin de Paris, mais c'est quand même bien loin pour lui. Dans un village appelé Capy. Alors c'est le château de Capy. Le château de Capy à Verberie. À Verderie, pardon, j'allais dire l'inverse. Et donc il va se trouver avec ses enfants accueillis, donc le pasteur Jousselin avec sa femme et certains de leurs enfants aussi, parce qu'eux aussi ils ont une famille nombreuse et des grands enfants, vont organiser ce lieu de vie, ce lieu d'accueil en pleine guerre. Exactement, enfin incroyable. Enfin, quand on entend les Jousselins, on me dit bah oui, on a fait un petit camp scout, on a accueilli les enfants. Au début, il y en avait 20, puis après on a pris 30, puis comme les gens demandaient, on en a pris 100. Ils racontaient ça de façon vraiment très gentille, presque anecdotique, en disant bah oui, c'était comme ça, fallait bien aider les gens. Et puis mon père, je pense que lui, il a pas vécu comme ça, quoi. Il l'a vécu comme une véritable organisation, comme des choses assez contraignantes quand même, comme des choses qu'il connaissait pas, comme des camps scouts, comme marcher dans la forêt. Ça lui plaisait pas trop, mais il avait du mal à adhérer sans doute au concept, et puis lui il attendait la fin de la guerre. Je pense que tout ce qu'il avait vu, la mort de son père l'avait traumatisé quand même. Oui, parce qu'on n'a pas dit que sa mère vit pratiquement. Ils apprennent la mort il est fusillé, c'est pas rien. Et sa mère ne lui épargne pas non plus. Non, c'est vraiment l'époque où on dit tout. On dit tout. C'est même pas qu'on leur dit d'ailleurs, c'est qu'ils assistent à tout sans qu'on leur parle vraiment. Donc lui, je pense qu'il est pas dans cette dynamique-là. Alors comment vous avez reconstitué donc la vie au château de Capy, Emmanuel Friedman, parce que finalement, si votre père ne vous a pas dit grand-chose, comment vous... Parce que c'est vraiment votre récit se situe après la présentation du pasteur Jousselin et de son parcours à lui aussi, vers ce lieu, puis le parcours de la famille. Vous choisissez vraiment de situer votre récit, l'essentiel de votre récit, dans ces années-là, qui sont finalement des années fondamentales dans la construction de votre père Jacques. En fait, après, une fois que j'ai eu ces mots-clés, j'ai rentré ce moteur de recherche, je suis tombé donc sur des écrits qui avaient été faits par la famille Jousselin, recueillis par un auteur qui en avait fait un petit fascicule. Donc j'avais pas mal de renseignements sur la vie quotidienne. Et après, étrangement, moi, mes souvenirs se sont un petit peu ordonnés. C'est-à-dire, j'avais des tonnes de souvenirs de ce que m'avait dit mon père. Et d'un seul coup, ça s'est ordonné, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de choses. Alors après, c'est les souvenirs d'un enfant de 8 ans, donc ça peut ne pas être exact, mais en tout cas d'un seul coup tout s'ordonnait sur les anecdotes qu'il m'avait racontées, quand par exemple il se trouve être le dernier à rentrer dans le dortoir et qu'il veut pas éteindre la lumière parce qu'il a pas l'habitude de le faire. Voilà, ce genre de choses qui paraissent anecdotiques, mais qui sont des faits réels qu'il m'a raconté. Tout revenait en fait. Plus je cherchais, plus la mémoire revenait, et plus en fait c'était assez simple de l'ordonner, quoi. Alors, est-ce que vous avez également... quel lien vous tissé avec la famille Jousselin ? Comment ça s'est passé ? Comment eux ont adhéré à l'évocation de ce récit ? C'est des gens assez merveilleux, quoi. Enfin, franchement, moi, j'ai été très, très touchée de notre rencontre. Donc, j'ai rencontré les deux fils qui avaient participé activement. Alors, pas le plus jeune qui est né après la guerre, mais un de ceux qui avait à peu près l'âge de mon père, qui devait être un tout petit peu plus âgé que mon père. Donc lui, il m'a un petit peu raconté ce qui se passait là-bas, et que lui, il avait été très joyeux là-bas, que pour lui c'était sympa. Et il était en famille, il était avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Mais ça a donné un autre éclairage quand même, moi aussi, à ces souvenirs-là, et je me suis dit que c'était important aussi de les transmettre à mes enfants, en leur disant que il y a plusieurs focalisations dans une histoire, quoi. Qu'il n'y a pas que la tristesse, et qu'on peut aussi prendre un peu de recul, et que voilà, enfin, je sais pas comment moi je l'aurais vécu, mais c'était important aussi d'entendre ça. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était très important, parce que de vous dire aussi que votre père a vécu peut-être des moments joyeux. Ouais, voilà, que c'était pas grisâtre comme il a pu le raconter, mais qu'il y a eu des moments où finalement, déjà, je le dis, en toile de fond, bien sûr. Il y a 2-3 moments où il chante, il se sent bien, il y a un feu de camp, c'est sympa, enfin, des petites choses, quoi, des toutes petites choses. Et puis, écoutez, nos rapports, donc moi je suis proche, c'est peut-être un grand mot, mais je suis on est en relation beaucoup avec le dernier fils, voilà, où on se parle de temps en temps, enfin voilà, on est amis sur Facebook, ce qui est incroyable pour moi, enfin voilà. Et puis sinon avec aussi le
c'est le fils du fils aîné, donc le petit-fils, le premier petit-fils, je crois, du pasteur Jousselin, qui lui aussi est très attaché à la mémoire. Ils ont tous été adorables. Hein. Alors il faut dire que Jean Jousselin a été fait juste parmi les nations. Hein. Il a reçu ce titre. Alors Emmanuel Friedman, c'est aussi l'occasion, et bien entendu, de même si vous l'évoquez un peu en filigrane, de parler de ces enfants après la guerre. Vous placez pas votre récit après la guerre. On connaît pas exactement le parcours de ce que va être la vie de votre père après la guerre, mais vous parlez de ces enfants cachés comme des enfants qui ont été finalement peu entourés, dont on s'est dit ils ont eu de la chance, finalement ils ont été à la campagne, et dont on a pensé qu'ils avaient été réellement préservés et que ils pouvaient reprendre leur vie là où elle s'était arrêtée. Oui, c'était un peu une injonction. Hein. On leur disait vous n'avez pas été déportés, vous n'êtes pas morts, vous allez bien. Allez, on y retourne, vous retournez à l'école et puis c'est bon. Je pense que c'est un peu ce qu'ils ont fait. Hein. Tous ont essayé de reprendre effectivement leur vie, mais je pense le fait de ne pas avoir parlé a procuré des angoisses, a procuré des difficultés de pouvoir discuter avec leurs familles proches, même avec leurs enfants quand ils en ont eu. Et en fait, c'est plutôt arrivé plus tard, enfin dans leur vie. D'un seul coup, ils se sont mis à travailler. Enfin, tout s'est bien passé, on va dire les premières années, et puis d'un seul coup, ils ont été rattrapés. Il y a eu ce que comme vous décrivez, comme des gens qui ont des phobies, des cauchemars, des angoisses. Est-ce que vous vous souvenez de ça avec du stress post-traumatique? Hein, oui, moi je me souviens de ça avec mon père. Ouais. Moi je me souviens. Après c'est pas des choses, c'est des choses qu'il cachait plutôt, mais je pense qu'il était ultra angoissé. Je pense qu'il n'avait pas du tout confiance en l'avenir. Enfin que c'était quelqu'un qui se demandait toujours ce qui pouvait arriver, qui voyait les choses quand même de façon plutôt négative. Enfin c'était difficile. Hein. Il portait un regard difficile sur la vie. Et en même temps, je pense que comme beaucoup d'enfants cachés qui ont grandi, il imaginait que les conditions dans lesquelles je vivais, ce qui est vrai, n'avaient rien à voir avec les siennes. J'aurais pu faire beaucoup mieux parce que lui, il aurait fait beaucoup mieux dans ce cas-là. Et je pense que ça, il y avait une exigence de la vie, une exigence particulière. Ouais, je pense qu'il y avait vraiment les études. Il faut faire comme il faut. Enfin, c'est facile. Ta vie est facile par rapport à la mienne. Sans doute se rendre compte qu'il transmettait quand même beaucoup ses angoisses, transmettait énormément son histoire, que pour moi, pendant longtemps, cette histoire, c'était la Shoah, et que j'ai eu besoin justement moi-même de l'élaborer, moi-même de le voir différemment, pour pouvoir le transmettre aussi à mes enfants, mais aussi pour le vivre différemment, et ça fait pas tellement longtemps que j'arrive à le vivre. Est-ce que ce livre, du coup, vous a un peu apaisé, d'une certaine manière Moi, je pense que, si j'ai réussi à l'écrire, c'est que j'étais déjà un tout petit peu avant. Que par exemple, un voyage en Israël m'avait aussi montré qu'on pouvait vivre son judaïsme de façon très joyeuse, et que on pouvait être juif de plein de façons. En étant très religieux, en étant laïque, et que ça, c'était une ouverture incroyable pour moi. Enfin, ça a été vraiment très très important. Et c'est des choses que mon père s'est refusé à vivre en fait, et que moi j'aimerais vraiment transmettre à mes enfants en fait. Vraiment. Et donc l'écriture de ce livre, alors dans la famille, par exemple, dans votre famille, quelle place ce livre occupe aujourd'hui? Comment ce livre a été reçu? Alors, ma mère l'a lu évidemment, donc elle était très contente que je puisse lui rendre hommage, et je pense que ça l'a bouleversée aussi, mais voilà. Après, du côté familial, là, j'attends un peu les les retours parce qu'il vient de sortir, et que j'ai une de mes cousines qui l'avait déjà lu parce qu'il a été édité à François-Dire avant, donc donc elle a été très enthousiaste, elle m'en a fait part, puis j'attends là les retours. Est-ce que vous avez gardé des liens avec les demi-frères et sœurs de votre père, cette grande famille? Alors beaucoup sont plus là malheureusement, mais avec quelques-uns de leurs enfants, de mes cousins, donc oui bien sûr, avec certains, on se connaît tous, on a gardé ça aussi. Je pense que ça a été très douloureux pour nous tous, mais bon, ça c'est une autre histoire, parce que c'était pas n'importe qui, ce père commun en fait, le grand-père était quand même quelqu'un qui était un héros parce que c'était un résistant, mais quelqu'un qui était violent dans l'intimité. Mais nous tous, les cousins là, on éprouve un peu la même chose par rapport à ce grand-père, beaucoup d'ambivalence quoi. Et c'est assez triste, mais j'ai beaucoup de mes cousins et cousines que j'ai rencontrés très tardivement parce que nos parents ne nous ont pas mis en contact, parce qu'ils n'étaient pas capables de s'oublier eux pour que les enfants se connaissent et tout ça. Donc c'est assez terrible, mais il se trouve que certains de mes cousins, je les ai rencontrés à des enterrements. Et bon, après on a
par affinité, parce que c'est la vie, garder des contacts plus ou moins importants avec certains, mais oui, il y en a beaucoup avec qui je suis en contact. Alors on va terminer, Emmanuel Friedman, le temps passe très vite. Qu'est-ce qu'on fait après quand on a écrit un tel livre? C'est difficile, hein. Ouais. Bah écoutez, là je travaille sur j'ai travaillé sur d'autres documents, voilà, donc voilà, ça m'a un peu changé les choses, et puis je travaille sur un autre livre qui sera un peu la suite, mais qui n'est pas l'histoire de mon père, et peut-être que je vais écrire la suite de l'histoire de mon père, je sais pas, pour l'instant on a laissé l'enfant Jacques, le jeune Jacques, retrouver sa mère dans la maison de Capi. Merci beaucoup Emmanuel Friedman. Jacques, l'enfant caché, j'ai oublié de dire qu'il y a une très jolie préface de Serge Klarsfeld. Donc ce livre, ce roman, enfin appelé roman parce que les éditeurs donnent un nom au livre. Parce qu'il y a quelques aussi zones d'imagination quand même. Paru aux presses de la Cité. Merci beaucoup Emmanuel Friedman. Avec plaisir, merci à bientôt. À vous.